Les jeunes Français, champions d'Europe du cannabis. On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors avec moi sur le plateau pour parler du cannabis, le professeur William Lowenstein. Vous êtes addictologue et président de SOS Addiction. On rappelle le site internet, c'est www.sos- addiction avec un S, parce qu'il y a plusieurs addictions, .org. Vous êtes également auteur avec Bernard Kouchner et d'autres de Toxique. Et vous êtes auteur avec Laurent Carilla de Tous Addicts. Alors, comme je disais, on est les champions d'Europe du cannabis en France. Oui, avec une morale qui finit par être immorale, c'est-à-dire la morale de la répression et de la prohibition, qu'on espérait faire prévention. Et il faut en constater, comme dans bien d'autres pays quand même, mais le terrible et complet échec. Parce que s'il y a bien quelque chose sur le cannabis qu'on doit dire dès maintenant, c'est qu'il s'agit d'une drogue qui est peu ou pas dangereuse sur un cerveau déjà formé, chez l'adulte pour parler simple, mais qui peut être terriblement handicapante sur un cerveau en développement. Et avoir le titre de champion d'Europe de la consommation chez les ados, c'est la plus mauvaise nouvelle qu'on puisse avoir, et ça condamne ce qui a été mis en place jusqu'à présent. Il est temps de bouger, parce que si on garde une équipe qui perd, que ce soit au foot, en sanitaire, en santé publique, ça ne marche pas. On va y revenir. Alors, ça touche qui ? Ça touche tout le monde, ou presque maintenant. Moi, j'ai quelques chiffres. Un Français sur deux. La démocratisation, alors on est à pratiquement un Français sur deux, et surtout, ce qui nous embête sont les chiffres, encore une fois, à 17 ans. Parce que là, qui est de répertorier 17 millions de Français qui est fumé une fois dans la vie, vous voyez, le cannabis, c'est pas le plutonium, même si la demi-vie est sûrement plus courte. Donc, bien sûr, il vaut mieux ne pas consommer, mais s'il y a consommation, quelles sont les stratégies de réduction des risques? Et parmi elles, le message de prévention, c'est surtout retarder l'âge des premiers usages et encore plus des premiers abus. Parce que c'est sur ce cerveau en formation que, pour donner un chiffre, vous allez avoir un lycéen ou un collégien sur 12 ou sur 13 qui va handicaper son avenir, c'est-à-dire qui risque, en fumant plusieurs fois par jour, tous les jours, intensément, donc d'handicaper son avenir en se déscolarisant et parfois même en se désocialisant. Vous dites, c'est qu'un lycéen sur 13 fumeurs de cannabis est un gros fumeur. Avoue, entre guillemets, des problèmes de dépendance ou des problèmes de consommation importants. Vous prenez une classe, on va dire en seconde ou en première plutôt, vous avez 3 élèves dans cette classe en moyenne qui sont, sans mauvais jeu de mots, plantés par le cannabis. D'accord. Ce que vous dites aussi, c'est que c'est une drogue douce, on dit que c'est une drogue douce, mais dont l'usage peut être dur. C'est pour ça que nous sommes un certain nombre à essayer de dire attention avec cette idée de drogue douce, drogue dure, que ça soit pour l'alcool, que ça soit pour le cannabis, que ça soit pour d'autres substances psychoactives. Ce sont les usages qui sont durs ou doux. Si quelqu'un prend un joint une fois dans sa vie, on va dire à 25 ans, la probabilité éventuellement qu'il ait une crise de panique, oui, elle existe. Oui. Mais ça n'ira pas plus loin. Il n'y a pas d'overdose de cannabis. On ne parle pas de l'héroïne ou du fentanyl ou du carfentanyl. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, justement, on passe d'un usage modéré, et encore une fois, on ne le conseille pas, on ne le conseille pas du tout, à un usage dur? Alors, très clairement, tous ces cofacteurs qu'on va retrouver dans l'ensemble des addictions, mais qui, en effet, dans le cerveau adolescent, qui fait de cette hyper-émotivité. À l'adolescence, il y a souvent de l'acné sur le visage, mais il y en a aussi, si j'ose dire, à l'intérieur des neurones. Et le cannabis va donner l'illusion qu'il apaise tout ça. J'ai bien donné l'illusion parce que c'est une fonction positive initiale qui peut durer 1 an ou 2 ans. Il va aider le jeune à ne plus avoir de troubles de l'endormissement. Ce jeune qui faisait la crêpe pendant 2-3 minutes va s'endormir. Mais le cannabis reprend toujours d'une main ce qu'il a donné de l'autre. C'est-à-dire que ça va aider à s'endormir, mais ça va enlever les rêves, important, le sommeil paradoxal, et ça ne va vraiment pas aider à se réveiller.
Si on prend la relation à l'autre, le cannabis va un peu favoriser la sensation de comprendre l'autre, d'être sur la même longueur d'onde. Vous prenez les mêmes qui rigolaient, vous connaissez l'euphorie bien faite dans beaucoup de films, avec les dents qui poussent, etc. L'euphorie initiale, vous reprenez les mêmes, 3 ans, 4 ans après, ils sont plutôt sur la pente paranoïde, ils restent chez eux et éventuellement, s'ils entendent un peu de bruit au-dessus, ils se demandent si c'est un peu la CIA, vous voyez, qui les espionne. Vous prenez, on va dire, même la sexualité, l'hyperesthésie, parce que le cannabis est quelque chose qui modifie tous les sens, à la fois le goût, l'audition, il n'y aurait peut-être pas de jazz s'il n'y avait pas eu le cannabis, et le toucher. Il y a quelque chose qui va faire une hypersensation, une hyperesthésie lors, par exemple, des relations amoureuses. Bon, quelques années après, ça devient presque quelque chose de trop. Ne me touche pas, c'est trop difficile. Vous prenez un calme digestif qui peut être un apaisement parce qu'on a plein de récepteurs cannabinoïdes dans le tube digestif. Il y a un truc que les Français connaissent très mal, c'est-à-dire le syndrome cannabinoïde. 3 ans, 4 ans, 5 ans après un usage plutôt chronique, intensif, les gens ont des douleurs caractéristiques, elles sont hyper intenses, thoraciques ou abdominales. Le bilan radio, écho, biologique est normal, et il n'y a que les bains chauds ou les douches chaudes qui les calment. Syndrome cannabinoïde à connaître, parce qu'en France, parfois, on fait des tonnes d'examens pour quelque chose qui est juste un usage intensif de ce cannabis. Donc, vraiment, au début, il y a des fonctions positives initiales sur un cerveau, et ça se transforme, comme avec toutes les drogues, assez vite s'il y a un usage trop important. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un usage trop important? Un usage trop... Voilà. On dit qu'on est réellement accro-addict au cannabis. Et il y a toujours des mêmes critères, c'est que quand on veut arrêter, on ne peut plus arrêter. Quand on sait que c'est mauvais pour sa santé, ça n'aide pas plus à changer son comportement. Et je dirais, au fond, c'est quand il y a cette inversion, vous voyez, personne ne s'accrochera à quoi que ce soit s'il n'y avait pas de fonction positive initiale. Mais ces fonctions positives initiales, sur l'humeur, sur le sommeil, sur la relation à l'autre, sur la pensée éventuellement, vont s'inverser. Là, on est dans quelque chose du domaine de l'addiction. Et que malgré tout, on voit que ça nous fait du mal, mais qu'on n'arrive pas à décrocher. Exactement. Là, on est dans la dépendance et là, on doit consulter. Et donc, on consulte un addictologue. Oui, ou des médecins généralistes qui sont bien formés maintenant. Quid du sevrage? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Est-ce que finalement, c'est plus facile de se sortir du cannabis que de l'alcool, contrairement à ce qu'on peut croire? En tout cas, moi, je le pense plus facile et surtout moins dangereux. Rappelant que moins douloureux aussi, peut-être. Douloureux et dangereux. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par la dangerosité, pour toujours rappeler qu'en France, les 2 seuls sevrages, à notre connaissance, qui puissent tuer, quand ils ne sont pas encadrés médicalement, sont le sevrage brutal de l'alcool, où on peut faire des états de mal épileptiques, mais aussi, vous vous souvenez, les fameux déliriums très minces et un certain nombre de maladies neurologiques graves, et le sevrage des benzodiazépines, où là aussi on va retrouver l'état de mal épileptique. Le sevrage du cannabis est quelque chose qui va être inconfortable, où ça va, comme on dit, tirer tout le temps pour reconsommer, avec des troubles de l'humeur, là aussi des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, puisque le cannabis régule l'appétit et pas simplement l'humeur. Et physiquement, fort heureusement, ça n'a pas l'intensité douloureuse terrible et la dangerosité des sevrages de l'alcool, ça n'a pas l'intensité des sevrages de l'héroïne. Donc il faut pouvoir rassurer les patients en disant, si un jour vous décidez d'arrêter, si on organise tout ça, pas dire que ça sera très agréable, mais en tout cas, ça ne sera pas une horreur absolue. Et en tout cas, on peut s'en sortir. Bien sûr, et la plupart des personnes, jusqu'à présent, arrêtaient, si j'ose dire, en grandissant. C'est-à-dire que le cannabis étant pas vraiment l'idéal en termes de synthèse, de concentration, de mémorisation, dès qu'on a un boulot un peu intensif, passionnant, c'est dur le cannabis de trouver sa place. Là, les inconvénients du cannabis peuvent s'exprimer. Peuvent être très créatifs, un peu en vacances, un peu le soir, etc. Mais activité cannabis, je dirais ne jamais oublier que pour quelqu'un d'actif, le cannabis, c'est le dopant du rien, ou du presque rien. On a 3 minutes pour conclure. Je voudrais qu'on aborde 2 sujets. Le sujet de la législation, est-ce qu'il faut légaliser ou pas le cannabis? Et puis 2 mots sur le cannabis thérapeutique. Législation.
Législation, oui, légalisation à condition qu'elle soit régulée et accompagnée d'un réel programme sanitaire, à la fois de prévention, d'information, de réduction des risques, de soins. C'est pas parce que la prohibition a échoué que forcément son inverse va réussir. Donc sur le modèle américain, des réserves, sur le modèle canadien, on est attentif et on a un modèle de tolérance portugais aussi. C'est pas une légalisation, mais une tolérance de toutes les drogues qui nous intéresse. Donc oui, il faut bouger en tout cas, sortir du modèle de prohibition qui nous protège pas. Et la deuxième question que j'ai déjà oubliée, c'est pas le cannabis. Il faut arrêter de fumer. Ouais, exactement. C'est le cannabis thérapeutique. Ah, cannabis thérapeutique. Alors, tout autre sujet, le cannabis à usage médical ou à usage thérapeutique, on est en retard là-dessus. Comme on est des gens très prudents, on va avoir sans doute du cannabis thérapeutique à peu près 10 fois plus difficile à prescrire que la morphine ou les opioïdes. C'est un paradoxe, mais c'est nécessaire tellement il y a une frilosité dans notre pays. Et je pense que dans les 2 ans qui viennent, l'expérience pilote qui aura lieu montrera qu'on n'est pas en train de manier une bombe atomique et qu'il y a des indications précises qui vont aider dans la douleur et dans des états un peu complexes de fin de vie ou de cancérologie, beaucoup de patients. Beaucoup de patients, en tout cas, beaucoup de patients l'attendent, oui. ce cannabis et thérapeutique. avec une acceptation à plus de 90%, je crois, dans notre pays. Donc, tout autre sujet. Oui. Mais allons-y. Et fort heureusement, la NSM y est allée. Par contre, nos députés aussi. Est-ce que le frein à tout ça, c'est pas ceux qui sont partisans de la prohibition qui disent le cannabis thérapeutique, finalement, c'est le cheval de Troie de la légalisation. C'est un argument qu'on entend. Bien sûr, ils oublient donc peut-être 800 000 à 1,5 million de personnes qui souffrent. C'est-à-dire que le cannabis à usage thérapeutique s'adressera à des personnes, on va dire, aux douleurs réfractaires ou à des maladies comme la sclérose en plaques avec des rigidités musculaires réfractaires, etc., etc. Donc la qualité de vie, ça a son importance et j'espère qu'ils ne l'oublieront pas pour des raisons idéologiques. Et puis j'attends toujours que les gens qui sont prohibitionnistes constatent l'échec dans l'ensemble, plutôt que de trembler sur le cannabis à usage médical comme un cheval de Troie, et nous propose des choses qui protègent à la fois l'individu. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure, on commence à avoir du recul, parce que maintenant, il y a énormément d'États qui ont légalisé, et pour autant, il n'y a pas eu une explosion des... Exactement, il y a beaucoup de choses complexes à étudier, et c'est pour ça qu'on aimerait bien un modèle régulé à la française. On n'a pas eu la chance de vivre ça avec l'alcool et le tabac. Peut-être qu'on pourrait développer une voie sanitaire, une troisième voie, en même temps qu'une régulation appelée légalisation. Merci, professeur Loewenstein. Je rappelle www.sos-addiction au pluriel.org et puis vos 2 ouvrages, Tout s'addict avec le docteur et après avec le docteur Kabila et Toxique avec Bernard Kouchner et d'autres. Merci, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.